pour le lancement, en fait, des premiers résultats du projet Déconstruire le scénario, agir ensemble. Voilà. Donc, quelques mots là, sur le projet pour le mettre en contexte. Le projet Déconstruire le scénario, agir ensemble, donc, a été développé dans le but vraiment de contribuer à l'amélioration des programmes de prévention de la violence sexuelle, des programmes aussi d'éducation à la sexualité plus largement, auprès de la population spécifiquement adolescente et adulte émergente, ce qu'on appelle souvent les jeunes adultes. Le projet est financé par Femmes et Égalité des genres Canada, évidemment, qu'on remercie, et vise donc à mieux comprendre les facteurs qui influencent en fait les attitudes puis les comportements à l'égard du consentement sexuel chez les jeunes Québécois, Québécoises de 15 à 25 ans, notamment l'adhésion aux normes de genre relatives à la sexualité. Pourquoi on trouvait ça important? Ben, les adolescents, adolescentes et les jeunes et les adultes émergents, pardon, sont parmi les groupes qui affichent les plus hauts taux de victimisation sexuelle dans la population. Puis les guides culturels en matière de sexualité sont particulièrement importants, en fait, durant ces périodes-là de développement. Donc, l'adolescence et l'âge adulte émergent, c'est des périodes de développement, en fait, au cours desquelles on noue souvent nos premières relations amoureuses, nos premières relations, on a nos premières relations sexuelles parfois également. Et l'adhésion, en fait, au script sexuel traditionnel, qui inclut, en fait, là, les normes de genre relatives à la sexualité qu'on étudie là, dans le projet, ben, est très courante pendant cette période-là, surtout chez les personnes, en fait, qui ont le moins d'expérience sexuelle. Donc, ça fait du sens aussi là, que ce soit plus répandu chez les adolescents, adolescentes et les adultes émergents. Donc, plus spécifiquement, on vous a mis à l'écran les quatre principaux objectifs du projet. Donc, et on va passer à travers chacun des objectifs pour vous donner pour vous offrir en fait les premiers résultats. Donc, premier objectif, explorer les attitudes et comportements des jeunes à l'égard du consentement sexuel. Donc, en fait, chez les jeunes de 15 à 25 ans, je le précise. Examiner aussi le lien entre l'adhésion aux normes de genre relatives à la sexualité, puis les attitudes et les comportements à l'égard du consentement sexuel. Également, explorer les raisons pour lesquelles certaines jeunes s'engagent dans des activités sexuelles sans en avoir réellement envie. Et finalement, explorer les recommandations vraiment des jeunes quant à la prévention des violences sexuelles et quant à l'éducation à la sexualité. Donc voilà les objectifs du projet. L'étude, en fait, combine une phase quantitative, c'est un projet là, avec une méthode mixte, une phase quantitative qui a été réalisée au moyen d'un sondage en ligne et une seconde phase qualitative qui a été menée pardon, à l'aide de groupes de discussion. Au total, il y a 380 jeunes de 15 à 25 ans qui ont participé au sondage en ligne, pardon, et il y a 14 jeunes qui font partie là, des 380 jeunes qui ont participé au volet quanti, mais donc 14 jeunes qui ont participé ensuite à des groupes de discussion. Puis les groupes de discussion, en fait, étaient organisés, en fait, sur la base du niveau scolaire des personnes participantes. Donc, les personnes qui étudiaient au secondaire discutaient ensemble, les personnes au collégial et les personnes à l'université, donc dans différents groupes. La majorité des personnes participantes là, pour les résultats qu'on va vous montrer aujourd'hui, donc la majorité des personnes participantes, c'était des femmes. La majorité avait entre 19 et 25 ans, donc il y a aussi des personnes de 15-16 ans, 17-18 ans, vous le voyez à l'écran, puis ça va nous permettre de faire des comparaisons, notamment selon l'âge, mais la majorité tout de même sont des adultes émergents, émergentes. La majorité également était hétérosexuelle et seule une minorité de personnes participantes appartenait à une minorité visible et était d'origine autochtone. Donc, c'est pour vous brosser un peu le portrait là, de c'est qui les jeunes concernés par les données qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va pas décrire chaque instrument de mesure en détail parce que vous avez accès en fait à tous les détails dans le rapport, à toute la méthodologie, aux résultats également qu'on va présenter aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le rapport qui est sur notre site web. On donnera le lien là, à la fin de la présentation. Mais rapidement, là, juste pour vous mettre en contexte, on a mobilisé deux instruments pour mesurer les attitudes et les comportements à l'égard du consentement sexuel, le Sexual Consent Scale et le Process-Based Consent Scale. Vous allez les voir tout à l'heure. Là, on va montrer les résultats et donc tous les énoncés, pardon.
On a aussi intégré un instrument, le SASI, qui visait à mesurer l'adhésion aux normes de genre relatives à la sexualité, en fait au double standard de morale sexuelle. Et un dernier instrument aussi qui est inclus dans l'enquête, qui est le RSUS, qui a été utilisé pour explorer les raisons de s'engager dans une activité sexuelle sans en avoir réellement envie. Puis je tiens à préciser que le RSUS, à la base, pour celles peut-être qui le connaissent, est un outil qui a été développé principalement pour s'adresser aux jeunes femmes hétérosexuelles. Donc, on a dû faire une adaptation, en fait, pour l'intégrer dans ce projet-ci. On a rencontré, en fait, on a collaboré avec trois organismes, en fait, qui œuvraient auprès d'hommes victimes de violences sexuelles et de personnes LGBTQ+, victimes de violences sexuelles pour s'assurer là, vraiment qu'on puisse aller capter les raisons là, pour lesquelles les individus s'engagent, les jeunes s'engagent dans des relations sexuelles sans en avoir envie, puis ben, que ça représente en fait le vécu de tout le monde, là, pas uniquement des femmes hétérosexuelles, évidemment. Donc voilà. Puis chacun des instruments dans l'enquête présente une bonne cohérence interne. Donc on précise pour les personnes particulièrement intéressées par la méthodologie, mais donc plus de détails se trouvent dans le rapport synthèse. Donc je vais passer la parole à ma collègue Florence qui va vous présenter les premiers résultats. Oui, merci Marie-France. Donc, d'abord, on va vous présenter les résultats qui répondent au premier objectif de l'enquête, qui était d'explorer les attitudes et les comportements à l'égard du consentement sexuel. Donc, globalement, on voit que les jeunes de l'étude manifestent des attitudes assez positives là, à l'égard de l'établissement du consentement sexuel. La figure que vous voyez à l'écran présente la répartition des réponses pour chaque énoncé de l'instrument. On voit que les jeunes sont en accord avec les énoncés qui soutiennent le consentement et en désaccord avec les énoncés qui négligent le consentement ou qui visent à surpasser un non-consentement. On ne va pas s'arrêter sur chaque énoncé, mais on pourrait y revenir durant la période de questions besoin. Puis aussi, vous mentionnez que les énoncés figurent également tous dans le rapport qui va être publié sur le site web de l'enchère. Donc, bien que l'échantillon présente globalement des attitudes favorables à l'établissement du consentement sexuel, il y a certains groupes qui manifestent des attitudes plus favorables que d'autres. Donc, on voit que les résultats révèlent qu'à l'égard de l'établissement du consentement sexuel, les femmes présentent des attitudes plus positives que les hommes. Les jeunes plurisexuels, c'est-à-dire attirés par plus d'un genre, donc bisexuels ou pansexuels, manifestent des attitudes plus positives que les jeunes hétérosexuels et les jeunes gays ou lesbiennes. Ensuite, les jeunes de 15 à 16 ans et de 19 à 25 ans expriment des attitudes plus positives que leurs pairs de 17 à 18 ans. Les personnes qui ont déjà eu des contacts sexuels consentis ont répondu au Process-Based Consent Scale, donc le PBCS, qui est un instrument qui conçoit le consentement sexuel comme un processus continu. Le PBCS est constitué de trois dimensions, donc le consentement renouvelé, la communication sexuelle et la coercition subtile. Donc, les prochaines diapos vont porter là, sur les résultats qui concernent ces dimensions-là. Ici, on se trouve dans la dimension du consentement renouvelé. Donc, encore une fois, les résultats sont encourageants parce que la majorité des personnes participantes considèrent le consentement sexuel comme étant un processus continu plutôt qu'un événement ponctuel et indiquent se comporter en ce sens également. Ce que les résultats nous indiquent, c'est que le comportement est compris comme un processus qui s'applique tout au long de l'activité sexuelle. Par exemple, 96% des participantes ont rapporté être en accord avec l'énoncé si mon partenaire semble peu excité sexuellement, je m'arrête et lui demande si elle ou elle veut poursuivre l'activité sexuelle. La figure présente la répartition des réponses pour chaque énoncé de cette dimension de l'instrument. Puis, pour cette dimension, il n'y a aucune différence significative qui a été observée selon le genre, l'orientation sexuelle et l'âge. Donc, l'attention portée au renouvellement du consentement sexuel semble donc traverser l'ensemble des groupes. On va poursuivre avec la dimension sur la communication sexuelle. Donc, une large majorité des jeunes se sont également montrés en accord avec l'importance de la communication sexuelle entre partenaires et affirment dialoguer avec leurs partenaires à propos de la sexualité. Encore une fois, la figure à l'écran présente la répartition des réponses pour chaque énoncé.
Puis, on voit qu'il y a des différences significatives là, dans cette dimension-là. Donc, ici encore, les gènes plurisexuels présentent des attitudes et des comportements plus favorables à la communication sexuelle que les gènes gays ou lesbiennes. Pour la dimension de la coercition subtile, globalement, les participants-participantes présentent également des attitudes et des comportements défavorables à la coercition subtile, donc c'est-à-dire défavorables à la pression verbale dans le but de persuader un ou une partenaire sexuelle de s'engager dans une activité sexuelle. On observe toutefois qu'il y a des différences entre certains groupes. Donc, les personnes non-binaires d'un autre genre ou en questionnement manifestent des attitudes et des comportements significativement moins favorables, donc elles tolèrent moins la coercition subtile que les femmes et les hommes. Les jeunes plurisexuels présentent également des attitudes et des comportements significativement moins favorables à la coercition subtile que les jeunes hétérosexuels. En tenant compte de ces résultats-là et ceux obtenus que je vous ai présentés là, dans les diapos précédentes, on voit une tendance qui se dessine. Donc, les personnes qui dérogent aux normes binaires relatives au genre ou à l'orientation sexuelle ont tendance à manifester des attitudes et des comportements plus favorables au consentement sexuel. Je vais laisser ma collègue poursuivre. Merci Florence. On souhaitait aussi vérifier si les attitudes et les comportements à l'égard du consentement sexuel chez les jeunes variaient en fonction des expériences de victimisation sexuelle. Les analyses comparatives selon le croisement là, entre le genre et la victimisation sexuelle révèlent que les femmes victimes d'agressions sexuelles présentent des attitudes significativement plus favorables à l'établissement du consentement sexuel que les femmes et les hommes non victimes. Il y a des analyses comparatives qui ont aussi été effectuées pardon, pour le consentement sexuel renouvelé, la communication sexuelle et la coercition subtile, les dimensions que Florence a présentées. Mais lorsqu'on compare les résultats de chaque groupe pour ces dimensions-là, il n'y a aucun groupe qui se distingue vraiment. Donc, ces résultats-là, en fait, nous portent à croire que les besoins des victimes et des non-victimes en matière de consentement sont somme toute assez similaires. Maintenant, on vous présente brièvement les résultats qui répondent au deuxième objectif de l'enquête. Puis là, n'hésitez pas là, pendant la période de questions, si vous voulez qu'on revienne à certaines diapos. On est consciente qu'on va un peu rapidement là, et que vous avez peut-être pas le temps de lire et d'absorber tous les énoncés. Mais donc là, on va vous présenter les résultats qui répondent au deuxième objectif de l'enquête, qui était d'examiner le lien entre l'adhésion aux normes de genre relatives à la sexualité, puis les comportements, puis les attitudes à l'égard du consentement sexuel. Oups! Voilà. Donc, pour s'assurer là, qu'on se comprenne bien, en fait, l'adhésion aux normes de genre relatives à la sexualité a été mesurée à l'aide d'énoncés comme ceux que vous voyez à l'écran. Donc, c'est tous des énoncés autour du double standard de morale sexuelle. Hein. Cette idée que, par exemple, les hommes dans la sexualité sont les initiateurs et les femmes sont les gatekeepers, c'est-à-dire celles qui doivent fixer leurs limites au niveau de la sexualité. Donc, quelques exemples d'énoncés là, qui sont comprises dans la mesure, le SASI. Je pense qu'une fille qui prend de l'initiative en matière de sexe est un peu trop entreprenante. Les gars devraient en savoir plus sur le sexe que les filles. Le sexe est plus important pour les gars que pour les filles. Et je pense que c'est plus approprié pour un gars que pour une fille de se masturber souvent. Donc, vous voyez, c'est tous des thèmes autour du double standard de morale sexuelle. Donc, c'est ce qu'on mesurait ici là, quand on parle de l'adhésion aux normes de genre relatives à la sexualité. Et ce qu'on observe, pardon, je suis consciente que le tableau est peut-être très peu digeste, donc la conclusion, si on veut, est juste en dessous. En fait, les analyses qui sont présentées dans le tableau à l'écran démontrent que l'adhésion aux normes de genre relatives à la sexualité est négativement associée, c'est-à-dire va dans le sens contraire, des différentes dimensions du consentement sexuel. Autrement dit, les jeunes qui adhèrent le plus fortement aux normes de genre relatives à la sexualité
ont des attitudes puis des comportements moins favorables à l'établissement du consentement sexuel, au consentement sexuel renouvelé, à la communication sexuelle et à la désapprobation de la coercition subtile. Donc, les résultats étaient significatifs pour vraiment chacune des dimensions. Donc, ces résultats-là suggèrent que ben, l'adhésion, en fait, aux normes de genre relatives à la sexualité nuit au développement d'attitudes et de comportements qui favorisent le consentement sexuel. Voici maintenant, en fait, les résultats qui répondent au troisième objectif de l'enquête, qui était d'explorer les raisons pour lesquelles des jeunes, certaines jeunes, s'engagent dans des activités sexuelles sans en avoir réellement envie. Donc, on voit ici, en fait, on a d'abord, là, avant de demander les raisons, on a évidemment d'abord demandé aux jeunes si elles s'étaient déjà engagées dans une activité sexuelle sans en avoir réellement envie. Dans l'échantillon, 41% des jeunes ont rapporté s'être déjà engagés dans une activité sexuelle sans en avoir réellement envie. Cette proportion-là est encore plus élevée chez ben, les groupes que vous voyez à l'écran qu'on a encadrés en rose. Donc, cette proportion-là est encore plus élevée chez les femmes, chez les personnes plurisexuelles et chez les jeunes de 19 à 25 ans. Vous noterez que le pourcentage peut sembler plus élevé pour certaines autres catégories qu'on n'a pas encadrées. C'est juste parce que les résultats, en fait, n'étaient pas significatifs, sans doute à cause de la taille de l'échantillon. Tu sais, par exemple, seulement 13 personnes non-binaires ont participé, bon, sont inclus en fait dans ces analyses-là. Donc, évidemment, ça a un impact là, sur la puissance statistique. Mais donc, les résultats significatifs, c'est ceux que vous voyez encadrés en rose. Et donc, inversement, ce qu'on voit là, dans la figure, c'est que les hommes, les personnes hétérosexuelles et les jeunes de 15-16 ans et de 17-18 ans sont significativement moins nombreux à rapporter s'être déjà engagés dans des activités sexuelles pour d'autres raisons que celles d'en avoir envie. Maintenant, en fait, c'est quoi ces raisons-là? Pour quelles raisons on s'engage dans des activités sexuelles dont on n'a pas envie? Ben, on a questionné évidemment les jeunes à ce niveau-là. Les jeunes devaient indiquer, ben, en fait, les jeunes qui avaient rapporté s'être déjà engagés dans des contacts sexuels non désirés devaient indiquer, en fait, dans quelle mesure chaque énoncé constituait une des raisons pour lesquelles elles s'étaient engagées dans des activités sexuelles non désirées. Le tableau, en fait, que vous voyez à l'écran présente uniquement les 5 raisons, en fait, qui ont obtenu les moyennes les plus élevées. Donc, il y avait d'autres raisons, puis on va approfondir ces raisons-là là, dans d'autres communications, dans des articles potentiellement, voilà, à long terme. Mais donc là, vous avez vraiment les énoncés les plus rapportés, les raisons les plus rapportées par les personnes participantes. Donc, quelles sont ces raisons-là? On voit, je me sentais coupable de ne pas prendre part à l'activité sexuelle, donc la culpabilité. Je sentais que c'était nécessaire de satisfaire les besoins de ma partenaire. Puis là, on a mis aussi, pour bien comprendre l'esprit un peu de cet énoncé-là, un extrait en fait de verbatim là, des groupes de discussion. On lit ici une femme de 24 ans qui étudie au collégial qui nous dit, il y a des gens que leur libido, c'est comme 20%, c'est leur vie d'être à 20%, fait que pour eux, c'est pas important, mais le chum ou la blonde ou peu importe, ben lui, il est à 110%. Fait que là, c'est, ben j'ai décidé d'être en relation avec cette personne-là. À un moment donné, il faut trouver un entre-deux, il faut faire des sacrifices. Donc, c'est ce sentiment-là qu'on doit satisfaire les besoins de sa partenaire. Une autre, la troisième raison, je voulais pas vexer ou faire de la peine à mon ou ma partenaire. Ensuite, il ou elle a insisté verbalement pour que je prenne part à l'activité sexuelle, hein. Ça fait un lien avec la coercition subtile dont Florence a parlé tout à l'heure. Et on a en cinquième position, j'étais incapable de dire non ou je ne savais pas comment dire non. Donc, ce sont les raisons les plus souvent mentionnées là, par les plus souvent sélectionnées par les personnes participantes. On pourrait y revenir dans la période de questions si vous voulez. Donc, je te redonne la parole, Florence. Oui, donc dans le fond, finalement, le quatrième objectif du projet était d'explorer les recommandations des jeunes par rapport à la prévention des violences sexuelles et à l'éducation à la sexualité, ainsi qu'aux relations sexuelles positives. Donc, pour répondre à cet objectif, on a demandé aux jeunes ayant participé au groupe de discussion quelles recommandations ils feraient pour la prévention et l'éducation auprès des jeunes de leur niveau scolaire. Globalement, les recommandations partagées par les personnes participantes démontrent qu'elles estiment que l'éducation au consentement sexuel doit s'inscrire dans une approche globale qui intègre des thématiques comme les relations sexuelles positives,
la pression sociale, les stéréotypes de genre et l'hétéronormativité. Les 4 recommandations du haut ont été partagées dans l'ensemble des groupes. Donc, premièrement, les jeunes trouvaient important d'élargir l'éducation à la sexualité et les discussions sur le consentement sexuel au-delà d'une vision hétéro-cis-normative parce qu'il y avait plusieurs jeunes qui ne s'identifiaient pas à cette vision-là durant les groupes de discussion qu'ils nous ont communiqués. Ensuite, aborder le consentement sexuel d'une manière nuancée et représentative de la réalité des jeunes, donc au-delà d'un principe binaire, oui ou non. Ensuite, valoriser et normaliser le consentement sexuel reçu et donné en montrant qu'il peut être sexy, puis que ça vient pas juste gâcher le moment durant une interaction sexuelle. Et mettre l'accent sur le fait que le consentement sexuel peut évoluer et être retiré à tout moment. Donc, d'où l'importance du consentement renouvelé. Certaines recommandations ont été émises plus particulièrement dans certains groupes. Donc, du côté des jeunes au secondaire, les recommandations ciblaient la déconstruction des stéréotypes de genre dans la sexualité, la promotion d'une sexualité positive et une meilleure prise en compte des enjeux de violence et des repères pour distinguer les relations saines des relations malsaines. Chez les jeunes du niveau collégial, pardon, les recommandations étaient d'abord de reconnaître que toute forme de contrainte ou de pression à s'engager dans une activité sexuelle est inacceptable et ne doit pas être banalisée. Ensuite, il y avait également de déconstruire les liens entre la sexualité et la performance, ainsi que les scénarios qu'on retrouve dans la pornographie. Ensuite, d'utiliser un langage clair, précis et inclusif, donc de vraiment utiliser les bons termes pour transmettre des informations exactes et concrètes, tout en s'assurant que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et finalement, pour les recommandations des jeunes du niveau universitaire, on avait le fait de promouvoir des programmes de prévention et d'éducation engageants tout au long du parcours académique. Donc, pas seulement d'avoir une formation en ligne, mais de multiplier et varier là, les activités. Ensuite, les programmes de prévention des violences sexuelles doivent reconnaître que le consentement sexuel repose sur une série d'indicateurs du consentement sexuel, donc verbaux et non-verbaux, qui ensuite communiquent le consentement ou le non-consentement de l'autre, donc de vraiment tenir compte de la complexité là, du consentement sexuel. Rappeler que le consentement sexuel est essentiel dans tous les types de relations, peu importe la durée, le degré d'intimité entre les partenaires également. Donc, autant dans les relations de couple que dans les relations d'un soir, par exemple. Ensuite, déconstruire les pressions sociales et les attentes liées à la sexualité dans les relations et reconnaître que la sexualité ne devrait pas être un critère pour mesurer l'amour ou la valeur d'une personne. Et finalement, normaliser que chaque personne vit ses expériences sexuelles à son propre rythme. Donc, voilà pour les recommandations des jeunes durant les groupes de discussion. Merci, Florence. En plus des recommandations partagées par les jeunes, qui sont toutes pertinentes, les résultats de l'enquête nous invitent en fait là, à trois choses, là, principalement, je dirais. Premièrement, déployer des efforts pardon, de sensibilisation supplémentaires auprès des jeunes hommes et des personnes hétérosexuelles. S'engager également dans la déconstruction des normes de genre, notamment celles relatives à la sexualité. Et ça a été bien abordé également par les jeunes là, dans les groupes de discussion et aborder en fait les normes liées à la socialisation genrée, les idées reçues aussi sur les relations intimes, cette idée là, qu'on doit à tout prix répondre constamment aux besoins sexuels de notre partenaire, par exemple, déconstruire, aborder les dynamiques relationnelles qui peuvent conduire les jeunes à s'engager dans des activités sexuelles sans en avoir réellement envie. Quand on parle des dynamiques relationnelles, c'est par exemple un partenaire qui va montrer avec beaucoup d'ardeur qu'il, elle, n'est pas satisfaite de la fréquence des relations sexuelles, qui va bouder lorsque, par exemple, on refuse ses avances, etc. Donc, être attentif aux dynamiques relationnelles qui peuvent faire en sorte que les jeunes s'engagent dans des activités sexuelles sans en avoir réellement envie. Et donc, voilà, faire la promotion, évidemment, d'une éducation à la sexualité qui est positive. Donc voilà, en fait, les grandes lignes du projet, les principaux résultats, les principales pistes pour la prévention. Évidemment, vous pouvez consulter le rapport
voilà, ici sur le site web de la chaire pour en savoir davantage. Également, on vous a mis le lien là, vers les rapports de recherche. Ils sont disponibles, il est disponible, pardon, en français et en anglais. À venir également dans les prochains jours, puis soyez à l'affût. En fait, il va y avoir une campagne socio-numérique qui va présenter les principaux résultats, messages clés, qui va s'adresser en fait aux jeunes spécifiquement. Et on a des infographies qui vont être développées, partagées aussi avec des intervenants, intervenantes notamment, qui va être en fait, dont la cible, le public cible sera davantage les personnes intervenants, intervenantes en milieu scolaire, donc secondaire, collégial et universitaire. Puis bon, il y aura évidemment d'autres activités également. Il y a eu un atelier la semaine passée, on a rencontré des organismes qui travaillent en prévention des violences à caractère sexuel pour présenter les résultats, réfléchir ensemble à comment on peut intégrer ces résultats-là dans la prévention. On a également des articles scientifiques là, sur lesquels on va travailler aussi dans les prochaines, ben, sur lesquels on travaille en ce moment, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'en parle au futur. On est définitivement dedans en ce moment. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet. Je vais départager l'écran quand même pour qu'on puisse vous voir.